Dans ce paysage artistique qu'est l'industrie de la Japanimation, dominée par la surproduction et la surconsommation, où les œuvres sont souvent précipitées par leurs deadlines toujours aussi serrés. Rares sont ceux qui choisissent de prendre le temps pour créer autrement. Pourtant, au milieu de cette pression constante, une voix singulière se distingue, celle d'un artisan prêt à défier ses normes pour laisser parler l'âme de ses créations. Voici Look Back par Kiyotaka Oshiyama. Oshiyama est un artiste à part dans la Japanimation. Son travail à la fois original et marquant a su influencer bien au-delà des projets sur lesquels il a travaillé. Mais ce qui fait vraiment la différence avec lui, c'est sa manière de vouloir absolument tout faire, de tout gérer seul à la recherche de la perfection. Oshiyama n'est pas qu'un simple animateur ou réalisateur. C'est un homme qui veut que chaque détail de ses œuvres reflète sa vision artistique sans compromis. Comme d'autres artistes, il cherche une forme de pureté dans son travail. Une authenticité difficile à préserver quand on doit collaborer avec des grandes équipes, là où la vision peut facilement se diluer. Pour comprendre comment il est devenu cet animateur et réalisateur stakhanoviste, il faut revenir à ses débuts dans l'industrie. Le parcours d'Oshiyama commence en 2004, une époque où il pose les premières pierres d'une carrière qui le mènera à des réalisations majeures. Très vite, il se fait remarquer grâce à son talent, mais c'est réellement en 2007, avec Denokol, qu'il franchit une étape décisive. Ce projet, réalisé par l'illustre Mitsuo Iso, est une œuvre qui a marqué l'industrie. Pour Oshiyama, c'est sa première expérience en tant que superviseur de l'animation. Pour expliquer rapidement, le superviseur de l'animation corrige les mouvements et essaye d'harmoniser le plus possible les dessins des animateurs. Un rôle donc qui, pour Oshiyama, lui permet de démontrer non seulement ses compétences techniques, mais aussi une rapidité d'exécution exceptionnelle. Cette expérience n'a pas seulement affiné ses compétences, c'est également là qu'il a croisé le chemin du légendaire Toshiyuki Inoue, un des animateurs les plus respectés et l'un des meilleurs de l'industrie. Une rencontre qui n'est pas anodine, puisqu'Inoue viendra l'aider sur certains projets à venir. Après cette première grande étape, Oshiyama poursuit son chemin et occupe des postes de plus en plus hauts. Notamment, il devient layout superviseur sur le deuxième film de Fullmetal Alchemist, une œuvre qui marque un autre tournant, car c'est ici qu'il rencontre Takashi Kojima, un talent avec qui il deviendra proche et collabora à plusieurs reprises. Cependant, c'est avec Space Dandy que Kiyotaka Oshiyama va vraiment se distinguer de manière spectaculaire et passer à un tout autre niveau. Il ne se contente pas d'animer une séquence sur un épisode de la série, il en prend le contrôle total. Pour l'épisode 18, il réalise l'exploit en storyboardant, animant, réalisant, écrivant le script et supervisant l'ensemble de l'animation à lui seul. Ce travail titanesque n'est pas qu'une simple prouesse technique, c'est aussi le signe qu'Oshiyama commence à se détacher du travail collectif pour embrasser une démarche plus individuelle. Par la suite, il continue sur sa lancée en réalisant sa première série, Flip Flappers, où il réalise et storyboard presque la moitié de la série. Dans ce projet, il a également participé au script de l'épisode 7 et a même prêté sa voix à un personnage dans l'épisode 5. Évidemment, on retrouve Takashi Kojima en tant que chara-designer et Toshiyuki Inoue est venu animer sur l'épisode 1. En prenant autant de responsabilités, Oshiyama démontre sa polyvalence et son engagement à offrir une expérience d'animé riche. Après avoir prouvé sa capacité à gérer presque tous les aspects d'une production, Oshiyama a également dû faire face au défi d'imposer son propre style dans un monde où chaque projet peut avoir ses propres attentes artistiques. C'est dans ce contexte qu'Oshiyama a cofondé le studio Durian en 2019 avec Yuki Nagano, qui avait été responsable de la production sur Space Dandy. Lassé des contraintes des grands groupes, il décide de créer son propre studio pour éviter les compromis artistiques et mener à bien ses projets sans interférence extérieure, comme il l'explique dans une interview pour Animage. Après toutes ces années à créer de l'animation au sein de grands groupes, j'ai commencé à me fatiguer de ce système. En tant qu'artiste, ce n'est pas agréable de voir son travail transformé ou dénaturé, que ce soit pour des désaccords artistiques ou à cause des complications internes de l'industrie. Le studio Durian a pour ambition de produire une animation sans compromis, offrant une liberté artistique totale à Oshiyama. Le style de Kiyotaka Oshiyama est le reflet d'années d'évolution et d'influence, mais aussi de son refus de se conformer aux attentes. L'une de ses expériences les plus formatrices fut récemment son passage au studio Ghibli, où il a passé environ 1 an et demi. Cet environnement si particulier a profondément marqué son approche, comme il le dit lui-même. C'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps chez Ghibli ces dernières années, et que le style du studio est particulier au sein même de la production japonaise. En fait, on peut pas arriver sur un film du studio en se disant qu'on va dessiner comme d'habitude. C'est se vouer à l'échec. Chez Ghibli, Oshiyama a appris à adapter son propre style et à le rendre plus rond, pour s'harmoniser avec l'esthétique du studio. Ce trait caractéristique est d'ailleurs particulièrement visible dans Look Back, mais on y reviendra après. Cependant, ce style a parfois suscité des interrogations, notamment lorsqu'il s'est attaqué à l'adaptation de l'œuvre de Tatsuki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto, c'est un mangaka qui a très rapidement explosé aux yeux du grand public, avec ses 2 premiers mangas, Fire Punch et Chainsaw Man. Si le premier attire déjà une certaine reconnaissance, c'est vraiment le second qui catapulte Fujimoto dans une autre dimension, le plaçant parmi les mangakas les plus en vogue. Mais la fin du tome 11 de Chainsaw Man marque un tournant radical. Fujimoto conclut abruptement ce qu'il nomme la partie 1 de son manga et invite les lecteurs à patienter quelques temps avant la sortie de la deuxième partie. Plusieurs mois passent et les lecteurs attendent toujours avec autant d'impatience l'arrivée fracassante de cette suite annoncée. Mais le chapitre qui apparaît alors sur Manga Plus, avec pourtant bien Fujimoto comme auteur, n'est pas la suite de Chainsaw Man, mais bien un one-shot de presque 150 pages nommé Look Back. Les lecteurs sont très surpris, car quand Chainsaw Man et Fire Punch
Punch étalait toute la folie créative qui habitait Fujimoto, Look Back paraît à côté beaucoup plus contrôlé, maîtrisé et terre à terre. Fujimoto présente avec Look Back un one-shot de tranche de vie qui, derrière cette sobriété apparente, cache une analyse profondément personnelle de la création artistique. Mais là où ça devient intéressant, c'est que même dans ce registre où personne ne l'attendait, Fujimoto réussit à imposer son style. On y retrouve les éléments qui faisaient la force de ses œuvres précédentes. Cette capacité à jouer avec les règles de son propre univers, des planches marquantes qui restent en mémoire, une efficacité rare dans le trait et dans la narration qui lui permettent souvent de se passer des bulles de dialogue. D'ailleurs, son style de dessin est unique et reconnaissable entre mille. À première vue, il peut sembler brouillon, mais en réalité, il est d'une précision chirurgicale, à tel point qu'il permet de transmettre sans compromis l'état émotionnel de chacun des personnages dans chacune des planches. Tout ça, c'est intéressant. Mais pourquoi Fujimoto ? Maître de la violence et du chaos, c'est d'un coup tourné vers un récit beaucoup plus posé et intimiste. Quelle est cette histoire qui a marqué tant de spectateurs et de lecteurs ? Qu'est-ce que Look Back ? En bref, Look Back, c'est l'histoire de Fujino, une collégienne pleine d'assurance qui publie régulièrement des mangas dans le journal de son école. Elle est persuadée d'être la meilleure jusqu'au jour où un professeur lui demande de laisser une place à Kiyomoto, une élève recluse dont le dessin dépasse de loin le sien. Atteinte dans son ego, Fujino se lance alors dans un entraînement acharné pour rivaliser avec cette inconnue talentueuse, mais elle ne parvient jamais à la rattraper. Lorsqu'elles finissent par se rencontrer, Fujino découvre en Kiyomoto une jeune fille timide et renfermée, qui a toujours vécu à travers ses dessins. Contre toute attente, les deux adolescentes se rapprochent et se lancent ensemble dans la création d'un manga. Elle trouve dans cette collaboration un équilibre parfait, une synergie qui les pousse à aller plus loin. Mais alors que tout semblait s'ouvrir à elle, un drame brutal vient bouleverser leur destin. Ce récit intimiste explore donc à la fois la relation entre Kiyomoto et Fujino dans leur jeune vie d'artiste, et dans un même temps toute la puissance de la création artistique. Mais dans Look Back, l'art n'est pas seulement un thème central du récit. Il est littéralement ancré dans l'essence des deux protagonistes, qui se définissent autant par leur personnalité que par leur manière de dessiner. Dans le one-shot, le lecteur est confronté pour la première fois au personnage de Fujino dès la deuxième page. Mais étrangement, ce qui occupe le plus de place dans cette page, c'est pas Fujino, c'est son yonkoma. Par ce découpage, le mangaka nous le fait rapidement comprendre. Ce qui caractérise le mieux le personnage, c'est bien ses dessins. Dans le film, le choix d'Oshiyama est un peu différent. On découvre Fujino dans la scène d'introduction, mais elle nous tourne le dos, elle est concentrée sur son travail. L'idée est néanmoins la même, mettre au second plan son caractère et son apparence au profit de ce qui compte vraiment, sa passion pour le dessin. D'ailleurs, son visage ne nous est même pas montré directement. On doit se contenter de son reflet dans le petit miroir présent sur son bureau. Cette mise en avant de l'art d'un personnage avant tout le reste est encore plus frappante avec Kiyomoto. Durant toute la première partie de l'œuvre, comme elle reste chez elle et ne vient pas à l'école, elle n'existe pour nous qu'à travers ses yonkoma. Mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Fujino elle-même a ses premières interactions avec Kiyomoto via l'espace BD qu'elle partage à distance dans le journal de l'école. Pourtant, lorsqu'elle se rencontre pour la première fois, Kiyomoto semble avoir déjà cerné qui est Fujino. Elle l'appelle Sensei et vante des qualités de mangaka que plus personne ne voyait en elle. Et c'est comme ça tout au long du récit. Leur communication se construit au travers de leur création artistique. Les deux affiches du film sont très parlantes à ce sujet. Dans aucune des deux, les filles ne se regardent. Le regard est posé sur un dessin qui devient alors comme un lien naturel entre elles. Pourtant, ces deux personnages n'étaient pas du tout au départ destinés à se rapprocher. Absolument tout les oppose. D'abord dans la vie de tous les jours. Fujino est une fille populaire à l'école quand Kiyomoto vit complètement isolée, sans aucun contact social. Elle-même décrite comme une élève fantôme. Fujino, elle, est une extravertie, que l'art semble paradoxalement enfermer. Quand elle se met sérieusement au dessin, elle abandonne tout le reste, coupe tout lien social et se renferme sur elle-même. A contrario pour Kiyomoto, l'art c'est son lien au monde. C'est uniquement par ce biais qu'elle rencontre des gens et s'épanouit pleinement. Cette différence s'exprime aussi d'une façon plus subtile dans leur façon de dessiner. L'ambiance qui se dégage de leur yonkoma est diamétralement opposée. Et c'est le film qui l'illustre le mieux. Les dessins de Fujino sont mis à l'écran accompagnés de dialogues doublés, d'une musique imposante, de bruitages agressifs et de mouvements erratiques qui traduisent leur caractère dynamique et chaotique. À côté, les yonkoma de Kiyomoto sont leur parfait contraire. Pas un bruit, pas un mouvement, juste une douce mélodie et des couleurs chaudes. C'est calme, serein et apaisant. Au-delà de tout ça, cette différence fondamentale prend une dimension symbolique extrêmement intéressante. Fujino et Kiyomoto incarnent chacune une vision différente de l'art. Commençons par Fujino. Elle représente le travail, l'effort et la recherche permanente de reconnaissance. Elle commence à s'entraîner avec acharnement au début par pure rivalité avec Kiyomoto, puis arrête totalement lorsqu'elle pense ne plus pouvoir atteindre son niveau, avant de reprendre en voyant l'admiration que Kiyomoto porte à son art. Fujino vit l'art à travers le regard des gens qui l'admirent, et le dessin n'est pour elle qu'une recherche permanente de gloire et d'accomplissement. Kiyomoto, quant à elle, est l'incarnation pure de la passion artistique. C'est cette passion qui la pousse à braver sa phobie sociale et à intégrer une école d'art, quitte à se séparer de Fujino pour vivre son rêve. On peut pousser encore plus loin la réflexion, en interprétant le décès de Kiyomoto comme une métaphore poignante de la mort de la passion artistique, à la fois chez Fujimoto lui-même, mais aussi chez bon nombre d'artistes qu'il a pu côtoyer. Mais en réalité, le problème qu'évoque ici le mangaka en filigrane est assez universel et commun à bon nombre d'artistes dans une certaine mesure. Encore davantage dans notre monde moderne, où de plus en plus de forces économiques, sociales, psychologiques les entraînent à progressivement perdre la flamme et l'amour de l'art qu'ils avaient au départ. Je m'appelle Fouzia Youssef Hollande, je suis directrice artistique en doublage. J'ai bossé sur Astérix en tant que CFX artiste, tout ce qui est simulation de vêtements, etc. Moi, j'étais plus freelance. On est les mieux lotis, on n'est pas dans les studios, on n'a pas cette pression constante qui nous tape derrière le dos. En 2024, j'ai eu un sort de burn-out. J'ai eu ce syndrome-là où j'avais plus envie de toucher un crayon. Je me sentais pas moi-même. L'un des aspects les plus notables
notable de ces dernières années est celui du cercle vicieux entre surconsommation et surproduction de médias. Le modèle commercial de l'industrie de l'anime pour les 2 ou 3 premières décennies de son existence a été établi par Osamu Tezuka lorsqu'il a essayé de trouver des moyens pour produire la série télévisée Astro Boy en 1963. Dès cet instant, on retrouve des sociétés qui essaient de vendre des produits à l'effigie de la série, comme des bonbons avec Meiji Seika et ses chocolats à thème, et d'autres produits pour enfants, ou encore avec l'arrivée des fabricants de jouets dans les années 70. Les spectacles de Mecha et Magical Girl se sont développés car ils étaient les meilleurs spectacles pour faire de la publicité de ces produits. Bien que maintenant le modèle économique ait changé avec l'arrivée des comités de production et l'arrivée des plateformes de streaming, l'idée globale reste quasiment la même. Bien qu'avant, l'animation n'était pas le produit. Elle était là pour soutenir les choses rentables qui étaient des mangas et ou du merch de toutes sortes. Maintenant, l'animation est devenue le produit, et le merch et ses dérivés comme la vente des jouets ne sont plus aussi impactants économiquement qu'avant. Par contre, une chose qui n'a pas changé, c'est la part des bénéfices que reçoit le studio d'animation. Le studio ne touche quasiment rien. La seule manière pour un studio d'avoir de l'argent, c'est les deals qu'ils vont négocier avec le comité et leur propre boutique. Mais même là, rares sont les boutiques qui arrivent à bien fonctionner. Mais même avec une entrée d'argent pour le studio, rien ne nous garantit qu'il sera utilisé pour le personnel qui se bat à produire vos animes. Si vous voulez être sûr de où va votre argent, n'hésitez pas à aller regarder les Patreon, Fanbox, etc. des artistes eux-mêmes, qui travaillent souvent dans des conditions discutables. Les conditions de travail sont évidemment un sujet qui revient très souvent lorsque l'on parle de l'industrie, voire même du Japon en général. Une population avide de travail qui ne manque pas de se sacrifier pour accomplir les tâches que l'entreprise lui donne coûte que coûte. Ah, Japon travaille sur ménage. Heures supplémentaires. Ça fait peur. Ça rassure pas. La recherche constante de la perfection. Selon Nippon Connection, un animateur est payé en moyenne 1,1 million de yens par an, soit environ 700 € par mois. Leur source pour appuyer ce propos est le rapport annuel de la Japan Animation Creator Association, alias JANICA, qui publie des rapports annuels basés sur plus de 479 témoignages en moyenne. On peut d'ailleurs voir que l'article se trompe sur plusieurs points. Le rapport annonce ces chiffres sur un panel de 759 travailleurs qui ne sont pas tous des jeunes animateurs. De plus, le chiffre mis en avant est de 3,3 millions de yens par an, soit presque le triple de ce que prétend Nippon Connection. Maintenant, analysons plus en détail le contenu du rapport. Selon les rapports en 2015, en moyenne, une personne de l'industrie travaille 262 heures par mois, soit environ 11 heures par jour. Sur plusieurs années donc, entre 2015 et 2023, on observe une industrie en pleine croissance, avec une hausse de 37% au niveau des salaires, tout en ayant moins d'heures de travail et de plus en plus de jours de congé. Bien qu'il y ait des choses intéressantes, et vous le sentez venir, plus on s'y penche, plus on voit que ces données sont très loin d'être représentatives de la réalité. En regardant plus précisément les personnes interrogées, on constate que dans le rapport de 2023, plus de 98% des répondants sont japonais. Maintenant, regardez les crédits des animes et dites-moi si cela est représentatif. Non. Par la suite, on remarque que la moyenne d'âge est aux alentours de 40 ans. Là aussi, cela montre bien que les personnes ayant accepté de répondre sont très souvent des seniors déjà installés. Entre 2015 et 2023, il y a aussi eu une hausse des contrats partiels, montrant une volonté des studios ou des animateurs d'avoir une sécurité en acceptant un contrat exclusif à une œuvre, forçant l'animateur à rester sur la production et à percevoir un salaire mensuel certain. Enfin, en théorie. Bien sûr, les contrats et même les conformités des contrats varient au cas par cas et restent rarement proposés. Il est donc évident que le rapport met en lumière le côté de l'industrie où la plupart ont réussi à en vivre et osent même en témoigner. Le rapport ne reflète pas la réalité des débutants qui majoritairement ont du mal à entrer et à rester dans l'industrie. En gros, les chiffres montrés correspondent à la moyenne haute de l'industrie. Et même si vous les trouvez bas ou hauts, selon les critères pris en compte, dites-vous qu'en réalité, c'est pire. Dans la continuité de l'industrie, une nouvelle manière de se faire recruter à l'international a émergé depuis maintenant pas mal d'années, et ce, grâce à Internet et surtout Twitter. Cette façon de se faire recruter est apparue au début comme une bonne chose, une ouverture à de nouveaux mouvements artistiques et de mélanges culturels. Mais en réalité, elle cache surtout une industrie que le manque de personnel et de main-d'œuvre ont rendue convalescente. Non pas à cause d'une perte d'intérêt pour l'anime, mais à cause des 2 points mentionnés précédemment. Mais ici, je ne vais pas parler des personnes qui n'ont pas de réelle expérience ni le niveau nécessaire pour travailler dans l'industrie, mais qui acceptent quand même les appels d'offres, mettant encore plus en péril la production et l'industrie. Ici, je vais parler de l'impact qu'Internet peut avoir sur ses créateurs, dû aux réactions souvent binaires des utilisateurs. Pour moi, c'est une bonne chose. Positivement, ouais, ça influence. Et quand tu vois les retours par milliers, par exemple, en fait, ça te rebooste. C'est une lame à double tranchant. Un couteau, tu peux t'en servir pour couper tes carottes et faire ton pot-au-feu, comme tu peux t'en servir pour buter quelqu'un. Bien sûr, les commentaires négatifs t'impactent plus que les positifs, mais en fait, il faut que tu fasses un peu le tri dans ta tête. En fait, quand t'es dans un bad mood et que tu vois quelques négatifs, tu vas voir qu'en négatif. Alors que t'as que du positif à côté, hein. Juste un mot de négatif, je pars en couille. Beaucoup se trouvent peut-être dans la situation où ils se comparent sans cesse à ce qu'ils voient sur Internet. Sur les réseaux, la meilleure version d'une personne est exposée, nous poussant à réfléchir et à nous dire que nous ne valons rien, que nous n'avons aucune qualité, tandis que les autres réussissent et ceux même extrêmement jeunes. Ou encore les critiques sur une œuvre, un épisode, une séquence que le personnel peut lire et qui peuvent les impacter émotionnellement jusqu'à ne plus jamais vouloir travailler dans l'industrie. Les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant. Ils peuvent sauver des vies et en détruire par la même occasion. Le mal est la chose qui attire le plus notre cerveau. Même si la majorité des personnes sont bienveillantes
bienveillante, notre cerveau va se focaliser sur le négatif. La compétition est toujours au rendez-vous sur les réseaux. Les personnes ne savent plus valoriser une œuvre sans en dévaloriser une autre. Le problème, c'est que cette comparaison constante est alimentée par le média lui-même. Si on prend le Weekly Shonen Jump, on demande aux spectateurs de voter à la fin pour savoir quelle œuvre reste et quelle œuvre doit partir. Beaucoup parlent d'œuvres qui se ressemblent toutes, mais si les œuvres se ressemblent sur beaucoup de points, c'est dû au fait que les auteurs sont contraints pour vivre de faire ce que les gens attendent d'eux et ce qui va plaire au plus grand nombre pour assurer leur place. Le responsable éditorial lui-même a un rôle clé. Par son expérience, il peut donner de véritables conseils, améliorant le récit de l'auteur, mais peut par la même occasion le brider, le forçant à faire des ajouts ou des sacrifices pour plaire au plus grand nombre. L'auteur, lui, ne suit pas forcément ses propres désirs, ce qui crée une frustration chez le lecteur et alimente ce cycle de haine sans fin. Tu perds un peu cet aspect de fun. Les trucs que t'aimes, en fait, tu vas le faire par force. Je pense que c'est la pire sensation que tu peux avoir en tant que fan absolu de dessin ou de trucs comme ça. Malgré tout, l'art reste pour bon nombre d'artistes un phare dans la nuit. L'art, c'est comme le sport. Ça peut être une porte de sortie. C'est aussi cette part beaucoup plus positive du milieu artistique que Look Back tend à mettre en lumière, ce côté rassembleur qui a permis à Fujino et Kiyomoto, en dépit de leurs différences, de devenir inséparables. Rien ne l'illustre mieux que l'envahissement progressif de Kiyomoto dans l'espace réservé à Fujino dans le one-shot. Au départ, cette dernière est toujours montrée de dos, travaillant seule. Il y a cette position, on voit cette jeune fille du début du film jusqu'à la fin, on la voit toujours assise sur sa table en train de dessiner. Ce plan devenu quasiment iconique est répété plusieurs fois dans le manga, jusqu'à sa rencontre avec Kiyomoto. Après ça, Fujino ne dessine plus seul. Les cases qui lui étaient destinées servent alors à les montrer toutes les deux, travaillant ensemble et non plus chacune de leur côté. Le film à cet égard met encore plus l'emphase sur le bonheur procuré par le fait de partager sa passion avec quelqu'un. Les émotions positives sont amplifiées par la musique et par l'aspect presque onirique de certains plans. Travailler à plusieurs. J'ai l'impression qu'on n'arrive à rien quand on fait tout seul. Avec des personnes issues du milieu, voire meilleures que toi, ça peut être que bénéfique. Quoi qu'il arrive, t'as besoin de gens au bout d'un moment, que ce soit des gens pour regarder même ce que tu fais. Et surtout dans le domaine de l'animation, il faut juste aussi être prêt à accepter les critiques. Les critiques que tu peux avoir, c'est par des personnes qui sont meilleures que toi. Et si tu veux évoluer, faut être entouré de personnes meilleures que toi. Pour moi, on n'arrive vraiment à rien tout seul, quoi. Au fil de l'œuvre, l'amitié entre les deux filles évolue profondément. Mais elle atteint un point de non-retour au moment du décès tragique de Kiyomoto. Fujino, atteinte en plein cœur par la perte de son amie, se remémore ses souvenirs avec elle. Un passage puissant dans le film, grâce au choix de réalisation de faire de ses souvenirs un diaporama vivant. Au lieu de mettre en mouvement les personnages, ceux-ci se retrouvent figés dans des souvenirs d'un passé révolu et à tout jamais hors de portée. Et ça, au départ, Fujino elle-même a du mal à l'accepter. La perte de son amie la frappe avec une intensité proportionnelle à l'amour qu'elle lui vouait. Ce choc est très palpable dans la scène qui suit l'enterrement de Kiyomoto, à la fois dans le manga, avec de grandes cases statiques qui semblent figer le temps, mais aussi dans le film, avec un ralentissement du rythme et des plans fixes plus longs que d'habitude. Dans les deux cas, le temps paraît se dilater, comme si du point de vue de Fujino, plus rien n'importait, plus rien n'avait de sens. Cet état est considéré comme le premier du schéma classique des 7 étapes du deuil, étapes qu'expérimente Fujino malgré elle, mais qui lui sont nécessaires pour avancer. Habituellement, le schéma des 7 étapes du deuil se présente ainsi. La perte d'un être cher cause d'abord une phase de choc, puis vient le déni comme mécanisme de défense naturelle, puis la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et enfin la reconstruction. Look Back est une œuvre qui traite du deuil, et elle le fait de manière intelligente à travers le personnage de Fujino. Si on reprend le schéma des 7 étapes du deuil, on pourrait argumenter qu'à aucun moment, Fujino ne nie explicitement la mort de Kiyomoto. Et pourtant, c'est là que le passage uchronique prend tout son sens. Il explore l'idée d'un monde alternatif, dans lequel les deux filles ne se seraient jamais rencontrées, et où Kiyomoto aurait survécu à son agression. Ce passage est bouleversant, car c'est une sorte de what if qui distord complètement la réalité. Réalité dans laquelle Kiyomoto n'est plus et ne sera plus jamais. Et Fujino ne le réalise pleinement que quand elle ouvre la porte de la chambre de Kiyomoto. Un moment d'espoir passager lui avait fait miroiter l'idée de retrouver Kiyomoto, vivante en train de dessiner des yonkoma, comme celui qui s'était glissé sous la porte. Mais non, la version du monde dans laquelle Kiyomoto est sauvée restera à tout jamais le simple rêve éveillé d'une Fujino qui cherche à comprendre ce qu'elle vit tout en plongeant sans même s'en rendre compte dans un déni des plus romanesques. Mais bien que cette uchronie ait un côté épique, la mort n'est jamais vue comme quelque chose de sensationnel. Au contraire, tout est fait pour accentuer la brutalité de la mort et son imprévisibilité. La voix du narrateur décrivant la scène de crime est froide, presque clinique, comme un journaliste reportant un fait divers. Ce contraste brut avec l'émotion de Fujino rappelle une vérité implacable. La mort frappe de manière indifférente et sans prévenir. De même, l'art bien qu'extrêmement présent tout au long du one-shot comme échappatoire absolu et solution à de multiples problèmes, ne peut ici pas tout résoudre. L'art ne peut pas ramener les gens à la vie. Et pourtant, comme le To Be Continued à la fin du tome de Shark Kick nous le rappelle, il faut continuer à avancer. Car le monde, lui, ne s'arrête pas. Et Fujimoto a une manière très personnelle de représenter symboliquement cette frontière entre le statu quo et la décision d'aller de l'avant. C'est le symbole de la porte. Cette porte qui hante Denji dans Chainsaw Man, cette porte que Kiyomoto dessine dans son école d'art, ou bien encore cette porte que Fujino se refuse à franchir dans la maison de Kiyomoto. Ouvrir cette porte, c'est se lancer vers l'inconnu. Mais c'est surtout accepter de laisser son passé derrière soi et d'avancer pour le meilleur ou pour le pire. Tout ce passage très dense sur le combat interne de Fujino contre ses propres émotions dégage un fort sentiment de solitude. Durant toute la fin de l'œuvre, Fujino est livrée à elle-même. Et c'est clairement pas un destin anodin pour une artiste comme elle, qui a déjà expérimenté et qui expérimentera dans le futur la solitude qui accompagne fatalement le travail d'artiste. Oreillette, capuche, et je suis dans un coin de la pièce comme un gobelin sur ma tablette en train de dessiner. Dans le dessin, quand tu commences à faire tes premières frames ou le premier trait, tu rentres dans une bulle, directement. Déjà, l'art est une discipline très exigeante par nature. Pour progresser, il n'y a pas de secret. Seul le travail acharné
charne épais. Le nombre de cases montrant les personnages en train de pratiquer est anormalement élevé, choix délibéré pour souligner l'énorme quantité de travail nécessaire pour s'améliorer en dessin. Fujimoto combine habilement le show don't tell et le show and tell pour être sûr que ce message atteigne son lecteur. Il montre par exemple des quantités astronomiques de cahiers et raconte à travers la voix de ses personnages on travaille tout le temps, suivi par un timelapse qui vient directement l'illustrer. De plus, la cover du one-shot ainsi que la première scène du film nous font entrer dans l'œuvre, peu importe le média, en commençant déjà à observer Fujino dessiner. C'est aussi une scène similaire qui termine les deux œuvres, créant ainsi naturellement dans les deux cas un cycle pour encore une fois appuyer l'aspect répétitif, mécanique et qui paraît sans fin du travail qu'un artiste doit abattre pour progresser. Le titre fait aussi possiblement référence au fait que l'on voit très souvent le dos de Fujino. Regarder son dos, c'est apprécier sa dévotion et son acharnement pour le dessin. D'autant plus que ce travail se fait sur de très longues périodes. Chacune des cases où Fujino travaille de dos sert d'ellipse. Ce passage du temps est retranscrit dans le film avec une emphase encore plus importante sur le passage des saisons, pour appuyer le fait que les différentes scènes sont très éloignées dans le temps. Ce travail constant donc a une conséquence presque irrémédiable, l'isolement. L'artiste est souvent livré à lui-même. En témoignent les plans où Fujino travaille seul sur sa chaise, de dos, nous excluant même nous spectateurs de ces moments privilégiés avec elle-même. Cette solitude suit Fujino en dehors de sa chambre. Comme on l'a vu plus tôt, dans son cas, l'art éloigne des relations sociales. Mais cette marginalisation n'est pas seulement volontaire. Les métiers artistiques suscitent l'incompréhension, allant même jusqu'au rejet pour certains. Les réactions des amis et de la famille de Fujino sont extrêmement loquaces sur le peu de crédit qu'il porte à l'art comme voie professionnelle. Notamment l'utilisation du terme gribouillé traduit un mépris pour la passion de Fujino. Seul Kiyomoto, l'autre artiste, reconnaît le talent artistique de Fujino. Elle seule est capable de vraiment comprendre l'effort colossal qui se cache derrière chacun des dessins. Je suis arrivée dans le monde artistique très tard, en fin de trentaine, et effectivement, ça n'a pas été évident au début. Par rapport au parcours, c'est même ma mère qui m'a dit d'arrêter, de chercher du travail. C'est limite si ma mère, en fait, elle en avait un peu marre que je fasse des études. Moi, j'étais pas dans un environnement où l'art était spécialement plébiscité. Ça m'arrivait, quand je sortais de cours en prépa, d'avoir genre de la peinture sur les doigts ou sur mes vêtements ou même sur ma tronche des fois. Les gens autour de moi me disaient, mais en fait, tu sors de maternelle, quoi. Fujino incarne à la perfection tous les côtés les plus punitifs du métier d'artiste. Isolement, conflit, déception, perte de motivation. Fujimoto place certainement beaucoup de messages en filigrane sur son expérience avec la publication hebdomadaire dans le Shonen Jump. Mais le film l'exprime encore plus clairement et explicitement, avec plusieurs séquences sur le travail de Fujino dans Shark Kick. Fujino se retrouve isolé dans sa façon de travailler, car elle rencontre peu ses assistants, gère son staff à distance et au téléphone. Dans le film, on ressent toute sa fatigue et toute sa perte progressive de motivation qui accompagne un rythme de travail que l'on sent effréné. Mais la réalité, c'est que si toutes les émotions se transmettent aussi naturellement entre les personnages et nous, c'est parce qu'ils sont extrêmement vivants. Déjà, Fujimoto a une écriture des personnages qui lui est propre. Ils nous apparaissent souvent antipathiques au premier abord et on apprend progressivement à les apprécier, si bien que l'attachement en devient encore plus fort. L'humanité de ces personnages transparaît d'abord dans leurs défauts, par de leur personnalité que l'on voit en premier. Fujino fait preuve de fausse modestie, est orgueilleuse, égocentrée, le tout en très peu de pages. On découvre aussi son côté avide de reconnaissance, qui trouve son apothéose dans la scène de la course sous la pluie. Une course effrénée, pendant laquelle elle exprime pleinement son immense sentiment de satisfaction. Le tout accompagné d'une OST nommée Rainy Dance, titre qui transmet encore plus fort cette idée de danse de la victoire. Ce sentiment est le cœur de sa passion pour le dessin. Elle l'avoue elle-même dans le flashback avec Kiyomoto. Ce qui la maintient dans le métier de l'art, c'est depuis toujours cette joie cathartique de découvrir que les personnes que l'on respecte apprécient notre travail. Kiyomoto, quant à elle, est victime d'une phobie sociale avancée. Pourtant, elle s'éloigne de la simple caricature de l'Ikikomori. Kiyomoto est un personnage avec des envies, des ambitions, et elle occupe une position centrale dans le récit par ses choix, ses décisions et les émotions qu'elle transmet à Fujino. Fujimoto a dépeint avec succès deux personnes humaines, qui semblent dépasser la fiction par leur excellente écriture, leurs grosses imperfections les rendant encore plus lumineux dans leurs moments de grâce. Mettons aussi en avant le style graphique de Fujimoto, qui paraît littéralement donner vie à ses personnages par la dépiction précise de toute leur profondeur émotionnelle. Dans le film aussi, bien entendu, les personnages paraissent très humains. D'une part, grâce à l'excellent travail des seiyuu, Yumi Kawai et Mitsuki Yoshida peuvent se targuer d'avoir réussi, grâce à leur performance exceptionnelle de doublage, à insuffler la vie aux personnages respectivement de Fujino et Kiyomoto. D'autre part, grâce au travail minutieux des équipes artistiques dirigées par le réalisateur Kiyotaka Oshiyama. Au départ, certains se demandaient si le style doux et arrondi du réalisateur correspondait vraiment à l'univers plus brut et spontané de Fujimoto, dont les dessins sont plus raides et nerveux. Ces doutes n'ont pas échappé à Oshiyama, mais sa réponse a été claire. Dessiner pour l'animation et pour le manga, c'est fondamentalement différent. Là où le dessin de manga peut capturer un instant figé, l'animation, selon Oshiyama, exige une souplesse et une continuité que le style de Fujimoto ne peut pas toujours retranscrire. Il a su trouver un équilibre entre respect de l'œuvre originale et ses propres choix esthétiques. Dans Look Back, le contraste entre les traits ronds d'Oshiyama et les lignes plus dures de Fujimoto devient un dialogue visuel entre les deux univers, chaque ayant sa propre dynamique mais qui converge vers une expression commune du mouvement et de l'émotion. Dans cette quête d'authenticité et de perfection, il existe un pilote qui n'est jamais sorti, réalisé par Oshiyama. Shishigari se présente comme une œuvre phare de sa carrière. Si un projet devait refléter le plus fidèlement la vision d'Oshiyama, ce serait celui-là. Lui-même l'a déclaré comme étant l'une de ses créations les plus personnelles, un véritable
témoignage de son parcours artistique. À travers ce court-métrage, Oshiyama a eu l'opportunité de plonger au cœur de ses idées et de ses émotions, offrant ainsi une œuvre qui résonne avec son identité unique en tant qu'artiste. La direction artistique de Shishigari est proche de ce que Oshiyama a pu faire précédemment, avec des traits ronds et des lignes de dessin qui se fondent dans la couleur des personnages. Travaillant de manière presque solitaire, Oshiyama a renforcé l'authenticité de son œuvre, permettant à sa vision d'émerger sans les compromis souvent liés à la collaboration en équipe. Cependant, avec le recul, il reconnaît que le film a vieilli et qu'il n'est pas entièrement satisfait du rendu final, étant l'une des raisons pour lesquelles le film n'est pas encore sorti. Malgré ça, il ressent une fierté indéniable pour ce qu'il a réalisé et ce que son équipe a produit avec lui. Son application à chaque étape du processus de production a permis de donner à Shishigari une identité visuelle cohérente et unique. Chaque élément, des choix de couleurs à l'animation, témoigne de son engagement et de sa recherche constante de perfection. Ce film est une véritable extension de lui-même, une œuvre où chaque détail compte et où l'authenticité se mêle à la technique. Ce même désir d'authenticité et de liberté artistique se retrouve dans Look Back, qui représente un aboutissement impressionnant pour Kiyotaka Oshiyama, tant sur le plan artistique que technique. En effet, les leçons tirées de Shishigari ont largement influencé sa démarche dans ce nouveau projet. Avec environ 700 plans, Look Back est un véritable exploit qui témoigne de son engagement total dans le processus de production. Oshiyama a animé la moitié des plans du film et a corrigé l'autre moitié, prouvant une fois de plus sa capacité à jongler avec les responsabilités et à maintenir un niveau de qualité exceptionnel. Dans sa quête de perfection, Oshiyama a également innové en créant un rôle unique pour les animateurs clés. Il leur a permis non seulement de corriger leur propre animation, mais aussi de réaliser leur propre intervalle. Cette approche garantit que les images à l'écran sont dessinées à 100% par les animateurs eux-mêmes, imperfections incluses. Évidemment, ce choix demande d'avoir d'excellents animateurs, et Toshiyuki Inoue en fait partie. Cette approche est loin d'être un simple détail, car elle ajoute une dimension vivante au moyen-métrage, renforçant l'authenticité de chaque scène. Cependant, malgré son approche novatrice, les téléséries ont parfois contraint les équipes à recourir à la seconde animation clé et à l'in-between traditionnel. Un choix qui, bien que nécessaire, n'a pas entaché la qualité globale du film, ayant là aussi d'excellents animateurs comme son fidèle collaborateur Takashi Kojima. Oshiyama fait preuve d'audace en souhaitant que les lignes des animateurs clés soient celles que l'on voit à l'écran sans les retravailler par des processus habituels. Pour lui, tracer leurs lignes pour les intervalles provoque une perte de nuance, une dégradation de la spontanéité qui fait la force de l'animation. C'est cette volonté de préserver la personnalité des traits des animateurs qui fait de Look Back une œuvre si vivante. En dessinant une grande partie du film lui-même, Oshiyama a réussi à capturer l'essence du manga original, tout en conservant une approche presque artisanale qui reflète une quête d'authenticité que peu de films animés parviennent à atteindre aujourd'hui. Concernant le color design, il avait initialement été confié à Yasuko Suenaga, la color designer de Flip Flappers. Cependant, ce rôle a finalement été rempli par Kusumoto. Oshiyama lui a alors donné des instructions très précises. Je lui ai demandé de déconstruire tout ce qu'elle avait appris à propos du format traditionnel de l'animation. Je lui ai donné des instructions assez précises en lui disant qu'habituellement, on ferait de telle manière, mais qu'avec moi, on ferait tout le contraire. Elle a été très réceptive et je suis extrêmement satisfait du résultat. Cette déconstruction des codes traditionnels donne naissance à une palette douce et poétique, où les couleurs jouent un rôle émotionnel prépondérant. Les teintes pastel et les éclats de couleurs plus vifs reflètent la mélancolie et les thèmes introspectifs du récit. Cette approche subtile mais puissante contribue à nous immerger en tant que spectateurs dans l'intériorité des personnages, amplifiant l'impact émotionnel de chaque scène. Combiné au décor somptueux de Kiyoshi Sameshima, qui avait travaillé pour Ghibli, accompagné de 2 autres assistants, dont Takashi Omori, lui aussi ayant travaillé avec Ghibli. Les décors de Look Back sont à la fois minimalistes et évocateurs. Plutôt que de se reposer sur une surcharge visuelle, ils laissent respirer les personnages et les émotions. Chaque pièce, chaque rue, chaque paysage est dessiné avec une intention particulière, celle de capturer l'essence d'un quotidien à la fois ordinaire et empreint de nostalgie. Mais que serait un film ou un anime sans sa musique? Haruka Nakamura vient composer la bande sonore exceptionnelle du film. Avec ses influences à la Nujabes, la BO nous transporte pendant ses 58 minutes. En effet, Look Back n'est pas qu'une ode au dessin. Fujimoto, Oshiyama, Nakamura en ont fait une œuvre transversale qui a la capacité d'atteindre tous les arts, tous les artistes, voire même tous les êtres humains de manière générale. D'abord, il faut quand même souligner que Look Back reste dans son essence un one-shot profondément égoïste. D'une part, l'œuvre comporte plusieurs couches de compréhension complexes qui la rendent relativement imperméable à la première lecture. Je crois que cette œuvre ne peut pas être appréciée en ne la regardant qu'une seule fois. Comme une mine de diamants. Il y a des diamants là-dedans. Faut juste y aller plusieurs fois. Fujimoto ne s'exprime pas comme tout le monde. Il a sa propre façon de raconter ses histoires et ne se conforme jamais à ce que font les autres. Il adore mélanger les tons et déteste la linéarité dans la narration. Tout ce résultat qui prend le lecteur à revers. La première fois que je l'ai lu, j'étais un peu décontenancée parce que justement, ça n'est pas un manga, comme le film d'ailleurs, avec une narration linéaire. Look Back commence comme un slice of life, débouche sur un drame philosophique qui laisse place à une uchronie déroutante avant de revenir dans la timeline réelle. Cette liberté totale de ton, mais aussi de thème, est cruciale dans l'œuvre de Fujimoto. Cela résulte en un one-shot
qu'il faut relire plusieurs fois pour bien en comprendre toutes les subtilités. D'autre part, et d'un point de vue plus pragmatique, Fujimoto raconte avant tout sa propre vie à travers les pages de son récit. Le nom de ses personnages fait écho à son propre nom de famille, Fujino, et Kiyomoto fusionnent pour former Fujimoto. Le titre Look Back peut aussi s'interpréter comme une référence très personnelle que Fujimoto fait à son propre parcours d'artiste et à sa jeune carrière. Certains éléments ne trompent pas quand on se renseigne sur la vie du mangaka. La lampe sur la jaquette était une ancienne lampe à lui. Il était à la fac d'art de Yamagata tout comme Kiyomoto. Il a lui aussi eu une enfance dévorée par sa passion pour le manga. Il admet d'ailleurs lui-même que les deux personnages sont les deux facettes complémentaires de sa personnalité. Bref, plus qu'un récit introspectif et intimiste, on peut voir en Look Back une complète rétrospective de Fujimoto sur sa propre vie. Fujimoto, c'est un créateur aux passions artistiques multiples, mais qui est tout de même connu pour son amour pour un médium en particulier, le cinéma. Pas étonnant donc de retrouver ce lien très fort avec l'adaptation de Hoshiyama, qui propose encore plus de références à la vie de Fujimoto, comme pour inclure encore plus l'auteur dans sa propre œuvre. On retrouve ainsi de nombreuses références aux œuvres du mangaka, Goodbye Eri dans la salle de cinéma, Chainsaw Man avec les covers, Fire Punch avec le titre du manga Shark Kick. Autre médium apprécié de Fujimoto qu'il cherche à mettre en lumière dans Look Back, c'est la musique. En premier lieu, le titre Look Back est une référence assumée à la musique Don't Look Back in Anger du groupe de rock britannique Oasis. Le Don't en première page trouve son écho dans le In Anger sur la dernière page qui s'additionne au titre du one-shot pour former le nom de la musique culte. Le titre musical a même été utilisé à la télé japonaise pour présenter le one-shot, renforçant encore plus le lien entre les deux œuvres. Cette référence n'est pas seulement un clin d'œil à un titre musical que Fujimoto apprécie, elle trouve un écho très puissant à travers le personnage de Fujino et ses regrets à la mort de Kiyomoto. On ne peut pas changer le passé, donc autant regarder en avant et garder seulement les moments de tendresse. Si l'amour que Fujimoto porte au rock britannique n'était déjà pas assez évident, on peut creuser encore plus et se demander si le choix de la date du drame est un hasard. La date de la mort de Kiyomoto coïncide avec la date du décès de l'immense rocker David Bowie, artiste d'ailleurs très apprécié au Japon pour l'amour qu'il portait à la culture du pays. Mais dans Look Back, comme dans la vie de Fujimoto et dans celle de ces deux personnages, tout les ramène toujours au dessin. Les personnes qui sont véritablement artistes, généralement, ne peuvent pas faire autrement qu'être artistes. Dans la timeline réelle, c'est la rencontre entre Fujino et Kiyomoto qui ravive la flamme de Fujino et la pousse à se remettre à dessiner. Dans la timeline uchronique, Fujino admet dans l'ambulance qu'elle compte se remettre au dessin avec un projet de manga. Et cela, malgré les longues années qui sont passées entre son enfance et ce moment. Peu ou tard, le dessin revient toujours la chercher. Et cet art, Fujimoto le chérit plus que tout au monde. Et surtout, sous toutes ses formes. Le dessin est une façon de représenter le réel. Le dessin permet d'exprimer ses émotions, de projeter sa vie sur un support, d'exprimer ses angoisses, ses peurs, ses peines, mais aussi sa volonté, sa rage, etc., etc. En fait, n'importe quel sentiment fort qui peut habiter le dessinateur. Dessiner, c'est représenter avec des traits une part de soi-même. Je récupère des références de tout ce qui me fait kiffer. J'essaie de reproduire ce que j'ai en tête. C'est plus, je vais représenter par une animation ma personnalité. Ou tout simplement, le fait de créer aussi, ça peut libérer quelque chose. On a besoin de s'exprimer. Kimoto, à cet égard, est un personnage extrêmement important dans Look Back, car en plus d'incarner la passion artistique, elle permet aussi de mettre en lumière le travail des artistes de l'ombre. Bien que sa passion pour les décors aurait pu faire d'elle une simple assistante, reléguée au second plan, elle est bien l'un des deux personnages principaux de l'œuvre. Fujimoto se sert d'elle et de son émerveillement devant un simple livre de décors pour exprimer son admiration et sa reconnaissance envers ces artistes, trop peu souvent considérés à leur juste valeur. Mais il existe néanmoins dans l'imaginaire de Fujimoto une forme d'art qui, par sa simplicité, atteint une sorte de pureté inégalée. Il s'agit de l'art du yonkoma. Dans Look Back, ces quatre cases deviennent un lien symbolique et spirituel entre tous les possibles. Déjà, c'est évidemment un yonkoma, qui est la clé qui lie les deux destins parallèles entre le monde réel et le monde imaginé par Fujino. L'échange des yonkomas sous la porte fait office de passage entre ces mondes. Dans de nombreuses scènes, on retrouve des yonkomas vides, qui symbolisent la créativité absolue, l'art à son paroxysme. Sur un yonkoma vide, l'artiste a une liberté totale. C'est d'ailleurs pas un hasard si on en retrouve un scotché sur la fenêtre de Fujino à la fin du one-shot. Ce lien spirituel que disent les yonkomas tout au long de l'œuvre réussit même à atteindre notre réalité. On retrouve très souvent dans l'œuvre le schéma d'une case dans une case, où les personnages se retrouvent symboliquement entourés par un cadre. L'exemple le plus intéressant de cette idée symbolique est le parallèle entre le moment où Fujino arrive pour la première fois chez Kiyomoto et le moment où elle revient à la mort de son ami. Dans la première scène, la fenêtre est représentée comme une case blanche et positionnée devant Fujino, représentant l'avenir radieux qui attend les deux jeunes artistes. Dans la seconde scène, la fenêtre est maintenant plongée dans le noir et placée derrière Fujino. Le bonheur est maintenant derrière elle, à jamais coincé dans un passé perdu. La réalité, c'est surtout qu'il est très difficile de ne pas voir tous les messages portés par Look Back comme fondamentalement liés au dessin et à l'art. Pourtant, Fujimoto touche des thèmes plus larges, comme le deuil, que l'on a vu précédemment, mais aussi l'échec, à travers la réalisation de Fujino. Elle n'est pas si spéciale. Fujino réalise qu'elle est loin d'être unique et que le talent pour le dessin que les autres voient en elle pâlit devant celui d'autres dessinateurs comme Kiyomoto. Dans le film, cette prise de conscience est appuyée par un dézoom sur la salle de classe qui devient de plus en plus grande, comme pour noyer Fujino dans une masse infinie d'élèves aussi banale qu'elle. Ce thème est transversal à tous les domaines de la vie humaine et dépasse le simple cadre du dessin. Je pense qu'un non-artiste peut apprécier à partir du moment où il est ouvert. Ça parle de choses assez universelles, même si c'est très in your face pour tout ce qui est art, mais au final tu peux vraiment décliner ça à n'importe quel champ en fait, de travail, entre guillemets.
Nous avons fait une analyse en profondeur de Look Back qui pourrait paraître à certains moments exagérée, mais il est très difficile de ne pas chercher à analyser et à interpréter tous les éléments que l'on a sous la main, étant donné l'aspect méta de l'œuvre. En particulier, il est impossible de ne pas voir le fantôme de Kyoto Animation planer au-dessus de Look Back. On remarque tout de suite que l'incident de KyoAni est pris comme un triste modèle pour l'attentat de Yamagata. Pour rappeler les faits, un homme s'est introduit dans les locaux de Kyoto Animation le 18 juillet 2019 et a versé des bidons remplis d'essence avant d'y mettre le feu, tuant 36 personnes et en blessant 33 autres. De la même manière que dans Look Back, l'agresseur prétendait que le studio avait plagié ses œuvres sans le créditer. Le nom de Kiyomoto n'est certainement pas choisi au hasard non plus, car il fait référence directe au nom du studio. Au final, Look Back apparaît comme un véritable hommage aux victimes de l'horrible attentat du 18 juillet. C'est certainement pour ça que Fujimoto choisit la date du 19 juillet 2021 pour sortir son one-shot, le lendemain de la deuxième commémoration du drame. D'ailleurs, dans la lignée des valeurs prônées par le studio KyoAni, Kiyotaka Oshiyama incarne lui aussi une vision rare et précieuse dans la Japanimation. À travers ses œuvres, il poursuit une quête d'authenticité à la recherche d'un équilibre entre sa propre vision artistique et les attentes d'un public toujours plus diversifié, que ce soit dans Shishigari, où il a façonné chaque élément pour refléter sa sensibilité personnelle, ou dans Look Back, où il a sublimé une œuvre déjà puissante en lui donnant une identité visuelle profondément émotive. Oshiyama repousse constamment les limites de la création animée. Mais au-delà de ses accomplissements techniques et esthétiques, Oshiyama inspire par son attachement au dessin, à l'émotion brute et à une certaine idée de la sincérité dans l'animation. Il ne s'agit pas seulement de créer du mouvement ou de raconter une histoire, mais de faire ressentir, de toucher et de laisser une empreinte durable sur le spectateur. Kiyotaka Oshiyama est bien plus qu'un réalisateur ou animateur. Il est un artisan passionné, prêt à défier les conventions pour offrir des œuvres empreintes de sensibilité, de technique et d'âme. Dans une époque marquée par la surconsommation et la surproduction dans l'animation, il rappelle l'importance de l'humain, du geste et de l'intime dans la création artistique. Et c'est cette quête, cette authenticité qui fait de lui un artiste à part et qui promet encore des œuvres mémorables à l'avenir.